Bon, Charlie, comment le présenter via ses multiples facettes? Charlie, c'est d'abord le porteur de projet principal, le fondateur du lieu dans lequel on se trouve actuellement. C'est lui, tout le chaos de l'AOM avec les, les constructions, les événements, le porter, les financements, les gens, les parties prenantes, c'est lui qui gère tout. Et donc, c'est un type d'entrepreneuriat, vous allez le voir par la conférence, qui est très inspirant. En tout cas, moi, il m'a appris à entreprendre de cette manière, qui est on y va et on va voir ce qui se passe. Je lance le plus grand bâtiment du monde en paille porteuse, je ne sais pas s'il y a des permis, je ne sais pas si ça va marcher, je n'ai pas le financement, mais je pose ma première botte et on va voir. Voilà. Avant ça, il avait une start-up dans la santé, il avait créé une main robot contrôlée par la pensée. Actuellement, il a une boîte qui s'appelle Stella, qui fait de l'implémentation IA, concurrente, donc n'allez pas le voir. Et allez le voir, il est mieux que moi. Et voilà, et c'est aussi mon meilleur pote, donc je suis très heureux que Charlie, tu puisses donner ta sagesse et l'inspiration de tout ça. Voilà. Eh bien écoutez, un tonnerre d'applaudissements encore une fois pour Charlie Aubert, la conférence va commencer. Déjà, je vais commencer par quelques remerciements. Je suis très content que vous soyez tous là, très content de la soirée d'hier, elle était incroyable. Ça m'a vraiment touché de nous sentir chanter, c'était très cool. Je remercie encore la cuisine, je remercie tous les habitants de la marque de nous autoriser à créer les festivals et de tolérer l'AOM sur le lieu et de toute la folie que ça engendre. Merci à Elliot d'être mon ami. Merci à Haraldoun qui est dans la cuisine d'être mon associé et d'être là. Il m'épaule dans toutes nos folies, dans la construction, dans la cuisine, dans tout, enfin dans toute ma vie. Donc je vous souhaite à tous d'avoir un Haraldoun dans sa vie. Voilà. Ensuite, dans cette audience, c'est marrant parce qu'il y a une personne qui s'appelle, je le cherche des yeux mais je ne le trouve pas. Il y a une personne qui s'appelle Philippe, que j'ai connu il y a à peu près 10 ans, Philippe Houssin, qui m'a mis sur la voie on va dire des schémas mentaux, du développement perso, qui m'a fait découvrir un peu qui j'étais. Voilà, merci Philippe, je t'ai toujours pas vu encore là. Ah voilà, merci Philippe. Voilà. Je vais faire encore 2-3 remerciements. Dans cette prise de parole, j'ai envie de vous partager des choses qui sont simples, applicables. On en a vu beaucoup là, des schémas mentaux. Je vais peut-être en partager quand même le mien à travers mon parcours de vie. Mais il y a un tout petit outil que j'ai découvert il y a pratiquement 10 ans aussi. Et c'est Julien Musy, en fait. Tu as écrit quelque chose sur le Morning Formula. En fait, et c'est la première chose en fait qui m'a permis d'écrire, on va dire mon cap. Je crois le premier paragraphe c'est mon cap. Ensuite, je crois c'est la journée de ta vie ou le théâtre de ta vie. Et ensuite, c'est le manifeste. Et c'est les premières choses qui m'ont permis de, en fait, un peu prendre du recul sur là où j'en étais et de me dire qu'est-ce que je veux vraiment. Je veux vraiment faire quoi. Et ça a été compliqué pour moi à ce moment-là de me dire qu'est-ce que je veux vraiment vouloir. Qu'est-ce que ça veut dire vouloir? Et en fait, je me suis dit, vouloir, ça va partir de l'énergie du manque. Et j'ai été comme ça pendant, je pense, quelques années à essayer de chercher ma direction. Et donc, je pense, à travers l'histoire que je vais vous raconter, c'est ça, c'est comment j'ai réussi à prendre des choix, des directions, comment j'ai navigué. Et je sais que du coup, je vous ai pas tous vus encore en coaching, mais j'en vois quand même beaucoup. Et ce que je vois en fait souvent en coaching, quand on passe de 0 à 1, quand on cherche à être un entrepreneur aligné, on cherche qu'est-ce que ça veut dire être aligné, on cherche à faire des choix, on a peur de faire un choix parce qu'on a peur de dépenser de l'énergie et de ne pas pouvoir récupérer cette énergie, de prendre fausse route. Donc du coup, en fait, la fin de la conférence, ça sera le début de la conférence, c'est que en fait, il faut accélérer le plus vite possible les itérations entre l'action et le moment où vous commencez à avoir une idée, parce que c'est là où vous allez récolter le maximum d'informations. Bon, j'ai spoilé toute la conférence. Bon. Donc du coup, moi je suis le porteur de projet de l'AOM. L'AOM, c'est une société dans l'écolieu. Donc l'écolieu aujourd'hui, fin de l'été, on va être à peu près 15 foyers.
La Home, le projet fini, c'est à peu près vision 2032, ouverture officielle 2028. C'est à peu près 5 millions d'investissements. Le domaine, c'est 21 hectares. Il y a 15 hectares de forêt. On a cette magnifique rivière. On a les ruisseaux. On a une autre source. Enfin bref, c'est vraiment le cadre de vie parfait qu'on voulait. Comme Elliot l'a dit, j'ai une agence d'IA. Je fais du coaching. Je fais du coaching avec ces deux loulous là. Je fais aussi du coaching pour accompagner des porteurs de projets. Voilà, j'ai une petite promo cette année qui est très sympa. Et à côté de ça, j'ai un petit enfant de bientôt 5 ans, une femme, et le collectif, qui prend quand même pas mal de temps. Voilà, ça c'est mes différentes casquettes aujourd'hui. Et donc avant ça, avant de me lancer dans cette folle aventure, j'étais start-upper. J'avais une start-up dans l'édition d'algorithmes d'aide à la décision médicale. Et juste avant ça, du coup, je suis rentré par l'entrée d'un startup week-end où on avait prototypé avec des amis un bras contrôlé par la pensée. Et c'est ce qui nous a mis en fait le pied à l'étrier sur comprendre les problématiques qu'il y avait dans les hôpitaux et le parcours de soins. Et moi, à cette époque-là, il y avait quelque chose, on va dire mon élan à l'intérieur, c'était d'avoir un impact dans le monde, de pouvoir apporter quelque chose, apporter un impact. J'étais drivé par ça en tout cas. Et je me suis retrouvé en essayant de faire, je me suis dit, mais en fait je suis au bout de la chaîne. C'est pourquoi en fait les gens tombent malades, pourquoi en fait le parcours de soins est comme il est. Et je suis pas en train de critiquer le parcours de soins parce qu'il est hyper important et la médecine spécialisée c'est super important, mais pourquoi on en vient là? Et donc j'ai une croyance qui a commencé à se développer, c'est de se dire qu'on tombe malade parce qu'en fait on est malade à l'intérieur de nous-mêmes, c'est qu'on n'est pas en train de créer la vie qu'on veut. Donc je me suis dit, pour incarner vraiment, réellement qui je suis et pour être, en gros, pour débuter mon chemin d'alignement, c'est de dire, en fait, quelle est vraiment la vie que je veux vivre, moi. Et je vais d'abord commencer par les fondations et me dire, ok, je commence par ça. Je savais que je voulais avoir une famille et des enfants, donc je vais me concentrer sur quel est le cadre de vie que je veux créer pour mes enfants. J'en veux plus qu'un maintenant, j'en ai un. Pas deux. Et on va commencer par là et je vais être congruent et ensuite je vais m'ouvrir vers l'extérieur. Donc pour moi en fait la conscience c'est la conscience de soi, la conscience des autres, la conscience du monde et je pars de moi pour me connecter aux autres et pour avoir un impact dans le monde. Donc j'ai fait en gros j'ai fait un parcours startup classique, monter une boîte, blablabla, ses échecs, ses réussites, voilà ça a été, je passe cette histoire. Et j'ai tout quitté et j'étais quelqu'un de très analytique. Donc je viens de la programmation, je suis quelqu'un qui réfléchit par le rationnel. J'ai besoin d'avoir un algorithme de décision et j'étais drivé par le mental. Et c'est le mental qui prenait les décisions et je devais écouter les décisions. Et je me suis dit, j'avais une croyance au fond de moi, quelque chose qui m'appelait, qui me dit, il y a quelque chose de fais un saut dans le vide et vois si l'univers te porte. Parce que du coup, pour créer un lieu comme ça, qui demande du coup pas mal d'argent, etc., j'avais pas du coup de capitaux. J'avais même plutôt en fait levé des fonds et j'avais fait en fait des cautions personnelles pour pouvoir monter ma boîte. Et puis moi, j'avais une école privée que j'avais payé 50 000 euros. Donc j'avais commencé donc à 21 ans, j'avais autour de 200 000 euros de dette, qui est lourd pour commencer dans la vie, quoi. Donc je me suis dit, comment avec 200 000 euros de dette, je peux créer un écolieu qui demande beaucoup de capitaux. Et je me suis dit, c'est le parfait chaos, du coup. C'est le parfait chaos, c'est le parfait test de la vie pour voir si la vie va vraiment me porter, si tout ce truc-là, ça existe. Est-ce que vraiment la vie va me porter et m'amener là, quoi. J'avais pas la vision parfaite, quoi. Mais je me suis dit, ok, allez, on y va, on tente. Mais par contre, je tente vraiment, pour vraiment, vraiment tester, quoi. Donc j'ai quitté mon boulot. Juste avant de quitter mon boulot, du coup, j'ai séparé en gros la sécurité, la sécurité financière et la liberté pour me dire, ok, juste avant de me mettre en totale insécurité, comme j'allais générer beaucoup de chaos, je me suis dit, je vais créer en fait de l'actif un peu juste avant. Donc du coup, j'ai pris 1 an et demi de salariat pour faire beaucoup d'investissements immobiliers. Donc j'ai emprunté dans toutes les banques et j'ai emprunté à peu près 1,5 million pour me dire que dans 10 ans, maintenant, j'allais être un peu plus tranquille. Et c'est très agréable de faire cette conférence maintenant, parce que là, du coup, j'ai vendu quelques biens immobiliers
Et donc là, je suis en train de vendre mon avant-dernier bien immobilier, ça fait du capital. Et donc du coup, il y a un petit message que je veux faire passer par là aussi, c'est que on peut dissocier, enfin, en fait c'est mon parcours de vie, ma croyance, c'est que tout mélanger en même temps et entreprendre à partir d'un endroit où on est pris à la gorge financièrement, je pense que ça nous donne pas les bons choix. Vaut mieux avoir la sagesse de prendre du recul sur, ok, quel est là le moyen le plus rapide, enfin, quel est le moyen dans ma réalité, comment je peux faire de l'argent maintenant, voilà, ma réalité. Le point B, c'est là où je veux aller, ok. Donc là, je me mets en sécurité, je me mets bien, je suis bien, et je vais prendre des choix qui fait que du coup, je me sens bien. Parce que si je suis pris à la gorge et que je dois là tout de suite générer de l'argent dans 2 semaines à travers mon activité, vous ferez jamais les bons choix dans votre activité. Jamais. Vous serez jamais en fait en paix, quoi. Bref, comment donc du coup j'ai navigué en fait dans ce chaos. Je crois profondément, et c'est ce que en fait nous a animé avec Elliot quand on a commencé à créer l'incubateur il y a quelques années, en 2020, début 2024. C'était en fait de se dire comment on va allumer en fait le feu intérieur qu'il y a dans chaque personne, comment on va activer la version la plus grande en vous et vous mettre à l'action pour atteindre cette version-là. Moi, ma croyance, c'est de dire que on est tous une plante. C'est-à-dire que il y a certaines personnes qui sont des chênes, il y a certaines personnes qui sont des roses, il y a certaines personnes qui sont des marguerites, certaines des ronces, certaines, enfin peu importe. On a chacun, en gros, une taille, une couleur de yeux, une manière de parler. On a une fonction dans ce monde-là. Et on doit atteindre cette fonction-là. C'est ce que je crois, moi. Vous n'êtes pas obligé de partager cette croyance. C'est que on doit atteindre quelque chose qui fait que nos actions qu'on est en train de faire nous donnent de l'énergie à l'infini, en fait, qui fait que du coup on est nourri par les actions aussi bien en interne qu'en externe. Parce que le retour qu'on va avoir, bah, ça va nous donner énormément d'énergie. Et les actions que nous, on va donner, ça va nous donner beaucoup d'énergie. Et à travers ça, il y a le chemin, il y a le développement personnel. Alors que ce soit à travers Ken Wilber ou à travers tous les schémas que vous avez pu voir, moi j'ai le mien, que j'essaie de faire le plus simple possible pour pas me prendre la tête dans le développement perso. Du coup, comment je le schématise à travers tout ce que je suis en train de vous dire? En fait, il y a le premier point, qui sont les pensées. On a le deuxième point. Oh, c'est pas vraiment les pensées, c'est des croyances, mais c'est pas grave, je vais l'inverser, ça change rien. Croyances, émotions, action. Je vais vous donner un truc très simple, c'est mon hygiène à moi. Je me brosse les dents 2 fois par jour, des fois 3, et ça je le fais tous les jours. Il y a une ligne qui relie tout ça, qui monte et qui descend. Là-bas, c'est mon monde intérieur. Là-bas, c'est le monde extérieur. Les pensées, c'est relié aux croyances, mais c'est relié aussi aux émotions, et c'est aussi relié à l'action. Ça, c'est comme ça. Ok. Des fois, c'est dur d'identifier une croyance. Parce qu'en fait, on pense identifier une croyance, mais elle peut être reliée à une autre croyance, et puis les racines sont vraiment profondes, et donc du coup, on peut se perdre dans le développement perso. Les pensées, c'est assez facile de les observer, parce qu'on peut juste les écouter, et elles sont là. Peut-être que ces pensées-là, elles engendrent des émotions. Mais inversement, les émotions peuvent engendrer des pensées, et les pensées engendrent des actions. Ce que je me dis, simplement, c'est que le plus simple, c'est de regarder nos actions, concrètement, tout le temps, chaque seconde. On se lève le matin, on est en train d'agir. Une action, c'est quoi? C'est bouger, c'est prendre des décisions, des micro-décisions. Je bouge, je décide de me lever ce matin à cette heure-là. J'ai décidé hier à la soirée de faire ça. Des fois, on a des actions qu'on n'a pas contrôlées, qui sont sorties, puis il y a des actions qu'on a préméditées, on a des actions qui ont été liées dans le mental. Enfin, on se contrôle. Des fois, on est plus reptilien, des fois, on est plus animal, des fois, enfin bon, bref. Ça, en fait, on peut toujours le regarder. C'est-à-dire, on peut le regarder au moment où on le fait, mais on peut le regarder après. On peut le regarder quelques secondes après. Mais on peut le regarder aussi un peu juste avant de se coucher. Moi, tous les jours, avant d'aller me coucher,
j'essaie de me coucher toujours dans un état de paix, de me dire comment je vais commencer ma journée demain. J'ai pas envie de commencer ma journée en me disant ah là là, j'ai tout ça à faire, hier il s'est passé ça, nanani, nanana. Juste le soir, avant de me coucher, peu importe l'heure, je fais un peu un état de ça. C'est comment je me sens là, tout de suite. Parce qu'on a toujours des micros, je sais pas, de la frustration, de la colère, de l'anxiété, de la peine. Enfin, on a plein de types d'émotions. Et qu'est-ce qui a engendré ça? Et en fait, on voit souvent que ces émotions-là, elles sont liées à ses actions, à ses pensées, à ses croyances tout le temps. J'ai dit ça, j'ai parlé comme ça à cette personne-là, j'ai agi comme ça, j'étais dans cette posture-là. Pourquoi? Donc ça dit beaucoup de nous et ça dit surtout où on va. Parce qu'en fait, ces actions-là, cumulées, ça devient des habitudes. Et les habitudes, tout simplement, ça donne notre destin. Tout simplement. Vraiment. Si vous ne vous brossez pas les dents, vous allez avoir les dents qui vont pourrir. Si vous dépensez mal votre argent, vous allez être ruiné. Donc, c'est simple. Il faut regarder. Ça, c'est le monde intérieur, du coup. Ça, c'est le monde extérieur. C'est qu'on ne peut pas rester dans une boucle fermée avec soi. On est connectés, on est tous connectés là. Puis on est connectés tous ensemble à cette grande terre. Donc ça, c'est le monde extérieur. Et ce monde extérieur-là, quand on est en train d'agir et qu'on veut aller parler avec quelqu'un, ce quelqu'un-là va faire bouger, renforcer, mettre en question ce qui se passe au sein de nous. Donc du coup, l'action est reliée à l'émotion, l'action est reliée à la croyance, et l'action est reliée à la pensée. Mais la pensée à la croyance à l'émotion, et il m'en manque, voilà, et l'émotion à l'action, et il en manque, tac, émotion, pensée. Et croyance, action. Tout est connecté. En bas, en haut. Et ça, en fait, c'est ma dynamique intérieure qui bouge tout le temps. Et ce que je cherche à faire, c'est de dire, donc, mon cap. Je veux créer un écolieu, je sens que je veux construire, je veux des légumes, je sens que je veux que mon enfant vive près d'une rivière, je sens que je veux tout ça. Je me mets en action pour faire ça. Et qu'est-ce qui se passe en moi? Donc j'imagine dans ma tête que en fait, ces petits boutons là, ces petits points, ils se mettent au vert, comme un feu tricolore. C'est de dire, ok, là ça y est, je suis là, je sens que j'ai plein d'énergie, que je suis plein de dopamine, que je suis dans la joie, et ça me met dans la paix. Je sais là que je suis en train d'atteindre la meilleure version de moi. Ah tiens, là ça devient rouge-orange, j'ai de la peine, j'ai de l'anxiété, qu'est-ce qui se passe? Hop, je me connecte à cette émotion, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai cette émotion, ou je me laisse traverser par cette émotion. Comme hier, il y a eu de la respiration, ok, je vais respirer juste avant la conférence, oh là là, j'étais un peu anxieux, je me dis, oh, j'ai pas préparé la conférence, qu'est-ce que je vais dire, nanana. Ok, je respire, j'essaie de me mettre dans le verre, et je viens, quoi. Voilà. Ça, c'est en gros ma mécanique interne, quoi. Et c'est comme ça que, ouais, je vis mon quotidien, quoi, en gros. Est-ce que vous avez envie que je vous parle du coup de cette histoire de l'écolieu et de comment on a créé tout ça? Ok. Donc du coup en fait en se lançant, on se connaissait pas à la base. Enfin les gens qui ont acheté ici, on était 8 et on s'est rencontrés à travers quelqu'un qui nous massait en commun. Et qui dit vous devriez échanger parce que vous avez le même projet. Et c'est comme ça que on a fait une visio sur Zoom, on était en train de faire des visites et pendant qu'on faisait les visites, on se rencontrait et on a fait un achat sans se connaître. Pendant le compromis, du coup on était encore en train de se rencontrer. On n'avait pas de modèle d'achat bien défini. Et donc du coup en fait on s'est dit ok, chacun met ce qu'il peut en termes d'apport et on verra comment on se partage tout ça. Et on était rentré dans une idée, dans une philosophie de dire en fait on met ce qu'on a et on jouit de ce qu'on a besoin. Et c'était de dire que les personnes les plus âgées souvent elles ont
pas d'enfants ou sont plus seuls, donc du coup ils ont moins de besoins, mais c'est eux qui ont plus de capitaux. Et les plus jeunes ont moins de capitaux, mais ont plus de besoins. Donc comment en fait on crée cet équilibre-là? Donc on était rentré un peu dans cette philosophie-là. Bon, ça n'a pas tenu longtemps. C'est très simple, je pense, au bout d'un mois, le modèle s'est effondré. Et donc, du coup, en gros, pendant 2-3 ans, enfin, 3 ans, 4 ans, voilà, ouais, 3-4 ans plutôt, on a cherché pour créer un nouveau modèle dans notre modèle, là, pour en gros flécher les apports de chacun et en gros donner de la valeur à qui avait quoi pour retomber dans quelque chose de plus simple, de plus clair dans qu'est-ce qu'on a. Donc là, aujourd'hui, le modèle dans lequel on est, c'est un modèle qui s'appelle la SCIA, qui est en gros une SCI, mais avec des lots à l'intérieur. Donc on a une société qui détient le tout, en gros, qui permet d'avoir en fait une gouvernance globale, qui fait que du coup, on peut avoir des critères d'acceptation pour qu'un foyer intègre le collectif. Et au sein du coup de cette SCIA, tout est lot. C'est-à-dire que la cuisine d'été, c'est un lot. La salle de danse, c'est un lot. La ferme, c'est un lot. Les 2 tiny, c'est des lots. Les bâtiments, c'est des lots. Et au sein des bâtiments-là, on a redivisé des lots. Parce que du coup, dans le gros bâtiment là-bas avec le pigeonnier, il y a 2 lots dedans. Il y a 2 foyers. Et donc, du coup, chaque lot a une part de copropriété. Ça, globalement, c'est comment le modèle juridique est posé. Et donc, du coup, dans ces différents lots-là, la société La Home détient des lots. Donc, du coup, La Home, en tant que personne morale, détient le lot de la salle de danse, de la cuisine d'été, de la ferme, de la serre, voilà, de tout ça. Ça, du coup, c'est notre modèle. Et pendant ces 3-4 ans de chaos, il a fallu quand même avancer sans cadre très très clair, quoi. Et donc du coup j'ai décidé de quand même lancer les travaux dans cette inclarté, quoi. Et donc du coup quand on a commencé les travaux, on avait à peine 200 000 euros de capitaux pour un projet qui vaut à peu près 3 à 4 millions ici à La Home. Je me suis dit, je pense que de toute façon, il faut commencer parce que il y a 200 000. Là, dans le moment présent, tout de suite, je peux commencer. Et j'étais toujours dans mon truc de grand saut, de voir si l'univers me porte, etc. Et donc, du coup, il m'avait amené des gens. Il avait amené quand même une forme de capitaux, il avait amené le fait que le projet commence. L'annonce, ici on l'a trouvé sur Le Bon Coin, on avait un cahier des charges simple, c'était à 1h30 de Montpellier parce que dans un des associés, il avait un enfant à Montpellier, donc du coup il fallait qu'il puisse aller rapidement à Montpellier. Donc du coup, 20 hectares, on voulait des forêts, de l'eau, etc. On a très vite trouvé, quoi. Le Bon Coin, 2 visites ou 3, on a acheté ici, c'était simple. Le groupe s'est constitué simplement, les capitaux sont arrivés simplement, et on a eu 200 000 euros pour commencer. Donc je me suis dit, ok, il faut commencer, je pense que la suite va arriver de la même manière. Donc on a commencé à construire, etc. Sauf que quand on a acheté, c'était non constructible. Et donc il a fallu faire de la politique et essayer de rendre le terrain constructible. Sauf que on était en naturel protégé et qu'on est entre 2 parcs protégés, quoi, dont un à l'UNESCO. Et donc c'était quand même compliqué de déclasser une zone, quoi. Donc du coup on a fait un peu de politique, on s'est présenté, on a présenté le projet, etc. Et en octobre 2025, donc plus de 5 ans après, on a réussi à rendre tout le projet constructible avec du coup le développement de la vision en 2032 avec à côté de la salle, il y aura 5 écologes supplémentaires, plus une mare devant la salle avec pas mal d'arbres, plus un petit
atelier, hangar, etc. Plus 2 maisons supplémentaires à gauche du hameau historique et encore 3 petites écologes et 2 maisons supplémentaires dans le centre. Donc assez incroyable ce qu'on a pu avoir de la part des autorités. Ah, vraiment, c'était fou. Mais pendant ces 5 ans de parcours administratif, on avait et j'avais une grosse épée Damoclès derrière la tête quand même, qui était de dire tout l'argent qu'on dépense maintenant là, peut-être qu'on va avoir un refus quoi, de la part de l'urbanisme quoi. C'était vraiment donc en fait j'ai cultivé pendant ces 4 ans et ces 5 ans la foi et le fait de dire ok, de toute façon là l'univers t'envoie ça, donc vas-y, avance. J'ai eu les premiers 200 000, après j'ai eu encore 200 000, ensuite il y a eu des gens qui se sont agrégés au fur et à mesure dans le lieu. Ensuite il y a Elliot qui a rejoint le projet aux alentours de 2023. Donc 2023, moi j'étais en train de finir ma petite maison qui était à côté de la route, le grand bâtiment n'était pas encore lancé, j'allais le lancer fin de l'été. Quand il est arrivé, donc le gros bâtiment là c'est donc le plus gros bâtiment du monde en paille porteuse. Donc paille porteuse ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ossature qui tient la charpente, tout est en paille sauf la façade sud, c'est une conception bloc climatique. Donc la façade sud en fait en gros c'est 90% de verre. Donc du coup pas de loi, pas de normes, pas d'architecte, pas de bureau d'études, rien. Donc c'était vraiment tout à l'intuition et à la confiance et à la lecture et à la confiance à soi-même, je pense, un petit peu quand même. Et on a réussi en fait à sortir Ah non, j'ai rencontré du coup Elliot en 2023. Et il est arrivé ici, et donc j'étais en train de finir là-bas. On installe sa tiny, parce que du coup il me dit ouais, je veux installer une tiny. Je fais viens, installe ta tiny. Et du coup il vient, il visite le lieu, il me dit mais c'est incroyable, je viens avec ma tiny. Je fais vas-y, go quoi. On installe sa tiny en 15 jours. Il arrive et il me dit c'est incroyable cet endroit là-bas, qu'est-ce que tu as prévu de faire? J'ai dit moi j'ai prévu de mettre des tipis, sûrement un foyer commun ici, une salle d'activité. Il me dit moi j'ai un rêve, c'est de créer un studio de danse. Qu'est-ce qui manque là pour pouvoir faire ça? Je fais là tout de suite des fonds. Voilà, il me dit vas-y c'est bon, moi je les ai, go on y va. Je fais ok. Sauf que moi j'avais pas fini ma maison et que j'allais attaquer le gros bâtiment fin de l'été. Et donc, du coup, j'appelle un ami à moi qui est constructeur de maisons au Saturbois. Vraiment, en 24 heures, 48 heures, en fait, en 24 heures avec Elliot, on fait un mood board Pinterest sur qu'est-ce qu'on veut comme bâtiment. On sort peut-être une dizaine de photos. Elliot, en littéralement 3 jours, il sort ma SketchUp, il essaye de dessiner un peu la zone, quoi. Mon pote, en 48 heures, il nous envoie tous les plans, les débits de bois, etc. On envoie ça à la Syrie. Lui, il part faire la fête au boom. Moi, je récupère les camions de tout ça, là. Et là, en fait, je réalise en voyant les camions, et je me dis, ah ouais, ça fait 121 mètres carrés. Ma maison, elle n'est pas finie, ça fait 2 ans que j'y suis, elle fait 70 mètres carrés. Et là, on doit faire ça en 2 mois. Et j'ai la grosse maison qui commence en septembre et je venais d'apprendre la nouvelle que l'entreprise qui devait me préconstruire toute la façade sud ne veut plus travailler avec moi à 2 mois du truc, alors que ça faisait genre 1 an et demi que c'était prévu. Et me dit non, en fait on peut pas, il n'y a pas de normes, il n'y a rien, moi on peut pas faire de facture là pour le grand bâtiment quoi. Donc je me retrouve sans artisan, un bâtiment de 120 mètres carrés à faire là en quelques mois et ma maison qui n'est pas construite. Je me suis dit ah ouais. Là mon talisman il était en fait étrangement il était vert parce que en fait j'avais énormément de dopamine. J'étais méga excité, j'étais bien quoi. Je me suis dit on va trouver des solutions. Donc
La solution, c'était quoi? C'était donc nous, Elliot était au Boom. Ma femme et ma belle-sœur Claire Auriol, ça avait une communauté sur Internet. Et donc du coup, on lance un premier chantier participatif. Voilà, pendant 10 jours, une semaine, il y a une famille qui vient et qui nous aide à, en gros, lancer le début de la salle. Et là, je dis, ah ouais, j'envoie un message à Elliot et je lui dis, il faut vraiment, en fait, faire un chantier participatif pour toute la salle. Parce qu'il faut la finir et puis on a besoin de main d'œuvre quoi. Tout était en fait on s'en rend pas compte mais elle est assez grande la salle quoi. Hein. Le portique derrière c'est pratiquement plus de 6 mètres de haut quoi. Et donc en fait Elliot fait un appel à sa communauté. Oh là là, ok, 1, 2, bon, c'est pas mal, 2, c'est bien. Elliot, toi t'étais au celui-là de novembre. Ok. Et oui, Léo, il était là aussi. Bon, du coup, il fait un appel à chantier participatif. Il y a une trentaine de personnes en fait qui viennent tout l'été, du coup, en batch de 10 jours. Mais du bon esclavagisme, vraiment, c'était incroyable. Et en fait, on commence à vivre quand même quelque chose d'incroyable, parce que du coup, il y a les gens qui viennent, et le soir, en fait, les gens avaient envie de connecter, etc. Et c'est un peu là, enfin, pour ma part en tout cas, qu'on a commencé un peu à coacher quoi. On était autour du feu et puis les gens avaient envie de ça quoi. Et du coup on s'est commencé à faire un peu des hot seats etc. Et c'est pour moi en tout cas un peu la genèse de l'envie de faire de l'accompagnement quoi. Et bon ben le bâtiment se fait en à peu près 3 mois. Le gros du bâtiment, il manquait les fenêtres parce qu'on les avait pas encore commandées, mais le gros du bâtiment se fait en 3 mois. Moi, je laisse la suite de la construction à Elliot qui finit la construction pendant encore 2-3 mois. Et moi, je passe sur le gros bâtiment. Et pendant ce chantier, j'envoie un message sur Facebook pour trouver des artisans pour du coup usiner toute la façade que du coup était annulée par l'usine. Et je trouve 3 super artisans. Je fais livrer du bois sur mesure. Tout a été usiné pendant qu'on montait le bâtiment en paille. Du coup, mon bâtiment, il a pris un peu du retard avec le chantier là. Je devais commencer en août, juillet, on va dire. Et ben, j'ai commencé le 1er octobre. Sauf qu'en fait, quand on monte un bâtiment en paille, en fait, il faut pas qu'il pleut. Vraiment. Parce qu'en fait, sinon, il faut tout bâcher. Alors, quand c'est une maison classique, standard, bâcher une maison, ça va. Mais là, le bâtiment, il fait 50 mètres de long sur 10 mètres de large. Au pic, on est à 9 mètres de haut. C'était ingérable de bâcher ce bâtiment. Hein. J'avais géré des bâches au cas où, mais c'était ingérable. Donc du coup, en fait, du 1er octobre au 15 octobre, on se tape une canicule. Donc c'est genre parfait. Et on met 15 jours à créer tout le bâtiment en paille, etc. avec l'aide d'une grue. Et le 15 octobre au soir, il commence à se mettre à pleuvoir. Et moi, j'étais accroché comme Batman avec la grue à genre 20 mètres de haut et des bâches, à bâcher tout le bâtiment comme ça. Et ouais, et là j'ai vraiment genre chialé en me disant bah oui, enfin, c'est sûr qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous porte tous. Et on était en train de monter le bâtiment. Et à un moment donné, on monte une énorme poutre en l'air et il faut en fait traverser un bois, plus un autre bois, plus aller se fixer dans une lisse haute du truc. Et l'artisan, il est en haut d'une échelle, il tient le truc et il me dit Charlie, là, il me faut une vis qui fait 10 de diamètre et qui rentre de 300. Et je dis, j'ai pas ça sur le chantier, parce que je savais même pas que ce genre de vis existait. En fait, il dit, il faut ça là, maintenant. Et je dis, ok. Donc j'appelle un copain qui était sur. J'appelle un copain, je sais pas pourquoi j'appelle ce copain-là. J'appelle ce copain-là et je lui dis, est-ce que tu reviens de Montpellier? Il me dit oui. Et là, en ce moment, il me dit, je suis vers l'Odève. Et je dis, ok, c'est parfait. Arrête-toi à l'Odève, j'appelle une négoce de bois. J'appelle la négoce de bois et je leur dis, est-ce que vous avez une vis de 300 par 10? Ils me disent oui. Donc, il prend la vis de 300 par 10. Une demi-heure après, on va dire 35 minutes, il était là. Je veux voir l'artisan qui tenait toujours la poutre. Je dis, elle est là. Et là, il me regarde et il me dit, c'est incroyable.
Il il dit c'est incroyable, vraiment. On est dans le trou du cul de l'Aveyron, il y a rien autour et on a une vis de 300 par 10 qui arrive à ce moment-là. Et c'est que des choses comme ça qui se sont passées ici pendant 4 ans. De Sunny Day, c'est la musique qu'on mettait tous les matins. C'est la musique qu'on mettait en gros. J'avais une petite enceinte comme ça, là, Bose, et on mettait Sunny Day c'était quoi, un DJ là. Et tous les matins, on invoquait le soleil, quoi. Et je crois qu'on l'a bien invoqué, quoi. Donc voilà, ça c'était un peu l'histoire du grand bâtiment, de la salle de danse. Et bon, je pense des histoires comme ça, je peux vous en raconter tout le long. C'est ça, Sunny Day, ouais. Mais peut-être que en fait vous avez des questions. Comme ça, je peux répondre à vos questions. Ouais. Ah, alors, attends, je prends la question là et puis j'arrive. En fait, c'était une SAS coopérative. Ah ouais, la question c'était en gros pourquoi le modèle du début quand vous avez acheté avec la solidarité intergénérationnelle, ça a pas fonctionné en termes de capitaux, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Donc du coup, on a acheté en SAS coopérative. Donc la SAS coopérative, la philosophie derrière, c'était de se détacher de la propriété foncière et de mettre la propriété foncière au sein de la société. Et en fait, comment ça fonctionne? Donc du coup, on fait un apport en compte courant d'associés. Donc bon, peu importe si vous savez pas, vous regarderez. On met de l'argent dans la société, on a un compte courant d'associés. Et quand on veut sortir de la société, eh ben, c'est l'entrant qui rembourse le compte courant d'associés. Et en fait, dans ça, qu'est-ce qui fait que du coup ça peut être embêtant, c'est que du coup on valorise pas l'énergie qu'on déploie dans le lieu. Mais c'est très subjectif l'énergie qu'on déploie dans le lieu. Donc en fait, comment on s'indexe à une potentielle inflation et comment en fait on valorise son bien du coup. Parce que c'est la SS coopérative qui est propriétaire du bien. Donc c'est ça en fait qui a apporté, qui a pas fonctionné en fait dès le début. C'était le fait de dire je peux pas valoriser mon temps dans certaines membres fondatrices. C'était pas en lien avec ceux qui apportaient le capital ou pas, c'était certains associés du début se voyaient pas ne pas valoriser l'énergie qu'ils allaient mettre dans le lieu et qui allait du coup dans leur tête était corrélée avec une valorisation de leur rapport, quoi. Bon. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Je pense que bah, ouais, il y a eu que des mauvaises idées peut-être et que des bonnes idées. Et, et je crois que donc ça c'est des toiles de peinture. C'est une mauvaise idée de couper des toiles de peinture pour faire du paperboard. Je fais de la peinture et j'aime bien quand je fais de la peinture repartir de contraintes parce que c'est ça qui donne la créativité. Je suis pas en train de justifier mes échecs, hein, mais un peu quand même. Donc, quels sont les mauvais choix pour donner des exemples? Par exemple, au début, quand je suis arrivé ici, j'avais l'idée d'un bâtiment ça c'est vraiment l'élan que j'avais au plus profond de moi, c'était de bâtir un bâtiment autonome, complètement autonome et autosuffisant. Et donc, je m'étais inspiré du modèle de Earthship, qui est donc du coup une maison en fait semi-enterrée, en terre, avec récupération d'eau, électricité, etc., avec une serre d'abondance devant le bâtiment, avec traitement des eaux grises dans la serre, qui fait que du coup tu peux manger. Pour moi, c'était le modèle le plus beau, quoi. Et du coup, je m'étais dit, je vais intégrer en fait le modèle de l'Airship dans un modèle du coup intégral, et je veux que en fait le modèle de l'Airship, en fait, ça soit en fait tout mon écosystème. C'est que comment on fait pour moi en fait le modèle de l'Airship, la home et l'écolieu, c'est en gros en gros dans ma tête une Airship. C'est comment en fait on crée de la résilience, comment on crée de l'alimentaire, comment on crée des liens humains, etc., etc. Bon, je viens à l'erreur. L'erreur, c'est quoi? C'est que du coup je m'étais dit ici dans le terrain on n'a pas de pente qui permet de enterrer le bâtiment, et puis en fait je veux un bâtiment
énorme, quoi. Parce que je m'étais dit, parce qu'il n'y avait pas tous les associés hein, quand on a créé le lieu, etc. On était 8. Comme j'avais pas tous les fonds, etc., il a fallu d'autres associés. Je m'étais dit, en construisant un gros bâtiment, on va pouvoir mutualiser beaucoup de besoins et on va pouvoir agréger d'autres parties prenantes et on va pouvoir montrer au monde que c'est possible, que ça existe et que ce monde est ouvert à accueillir des gens. C'est comme ça que je m'étais dit, et puis on verra ce qu'on fait dans le bâtiment, quoi. Donc je m'étais dit, je fais une carcasse et on voit quoi. Et donc je m'étais dit, je vais tout construire en briques de terre crue compressées. Et dans ma tête, je m'étais dit, je vais construire une briqueterie. Et donc, du coup, je me dis, voilà, je pars en mode construction, je vais faire une briqueterie, je me forme à construire une briqueterie, j'achète des machines pour construire des briques de terre crue. Donc les briques de terre crue, c'est quoi? C'est on prend de la terre, on la tamise, enfin on prend de la terre, on extrait de la terre, on fait sécher cette terre-là. Et je m'étais dit c'est super, parce que du coup il va falloir faire un gros terrassement. C'est comme ça que c'était venu en fait à la base. C'est que de ce terrassement-là, je vais sortir beaucoup de terre. Cette terre-là, ben, je vais la faire sécher, la tamiser, en faire des briques et je vais construire avec. Et je vais faire des murs épais en briques de terre crue et ça va porter mon étage et je vais faire un énorme bâtiment en briques de terre crue. Colossal. Mais colossal le projet. Colossal. On s'en rend pas compte, mais c'est colossal. Donc non, c'était pas possible. Mais j'ai acheté des machines avant même d'avoir commencé. Voilà. Parce que je me dis, il faut acheter les machines, il faut vite faire cette briqueterie. Donc voilà, j'ai une machine, une énorme presse qui est là. Hein, voilà. Si vous voulez, je fais une promo. Si vous voulez, quelqu'un veut faire une briqueterie. Goulven, je suis sûr que t'es chaud là. Tu veux pas me l'acheter? Moi, j'ai pas le projet à cette taille-là encore. Mais ah bah s'il te plaît, c'est la meilleure presse, c'est Meko Concept. J'en suis sûr que tu connais. Ah, super. Voilà. Bah, là, il y a une super opportunité qui est en train de se créer entre du coup Goulven. Voilà, il va me trouver quelqu'un pour acheter cette presse. C'est super. Donc voilà, ça c'est la première erreur qui s'est passée, c'est vraiment d'acheter du matériel. Tu vois, là j'ai cramé peut-être 25 000 pour rien. Donc c'est un budget quoi. Dans ces 25 000, il y a des outils qui ont été utiles tout le long du chantier. J'ai fait des briques quand même pour le fun. J'ai dépensé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Voilà, quand même, j'ai fait des briques. Hein. Voilà. Je les ai mis nulle part, mais j'ai fait des briques. Voilà. Et c'était incroyable de faire des briques. Voilà. Et j'ai aimé faire des briques. Voilà. Voilà. C'était quand même sympa. Et pourquoi j'ai pas fait des briques aussi? Travail colossal, mais j'aurais pu aller au bout de ce travail. C'est juste que ma terre a une petite spécificité. C'est que quand on veut, en fait, on doit faire sécher la terre et ensuite c'est très précis de faire une brique de terre crue. Quand on veut un peu, en fait, il faut la réhumidifier un petit peu parce qu'il faut qu'elle ait une humidité très précise. Quand on la presse pour qu'elle s'agglomère bien, et bien en fait quand j'humidifie, ma terre elle fait des toutes petites boules. Et j'ai tout essayé, hein, me challengez pas, même Goulven ne me challenge pas. On peut pas humidifier ma terre, voilà. Et ben du coup c'est super dur de faire des briques. Et du coup la seule solution que j'ai trouvée pour faire des briques, c'est d'extraire, pas de faire sécher, de la cribler, enfin de la tamiser et de la presser tout de suite pour qu'elle soit à humidité parfaite. Mais bon, trop de boulot quoi. Voilà. Bon ça c'est une genre d'erreur, mais je peux donner une autre deuxième, c'est que moi je voulais habiter dans le grand bâtiment, voilà, et je m'étais dit ok ce chantier là il va durer du temps, j'ai pas les fonds, je suis pas certain d'y habiter un jour, tu vois, enfin du coup dans ce schéma là, un de mes outils que je fais tout le temps, c'est l'extrême détachement, c'est de se dire que je me détache de la vision, je prends la vision mais je me détache de la vision, je me dis que je suis au service de cette vision, mais que je suis détaché de cette vision, que je veux que voilà, je suis ok qu'elle se passe pas, je suis ok de tout ça quoi. Donc du coup, je me dis par sécurité quand même, bah faut bien que j'habite quelque part en attendant le chantier quoi. Et donc du coup, j'ai des amis à moi qui avaient construit une petite maison, enfin non pas une maison, un petit studio de yoga de 30 mètres carrés, et sauf qu'ils ont eu un refus du permis de construire. Et donc du coup, j'ai été reprendre leur structure. Et je m'étais dit, on va vivre dans 30 mètres carrés en attendant quoi. Donc je commence à construire 30 mètres carrés, je me dis, ok, c'est un peu petit. Du coup, je fais une petite extension. Donc là, je le mets à 50 mètres carrés. Et là, je me dis, on fait un entre-deux 50 mètres carrés qui est pas top quoi. Genre 50 mètres carrés, c'est bien pour. C'est pas facilement vendable. C'est pas, tu vois, c'est pas sexy. Donc, mais ça, c'était déjà, on va dire, en gros, presque fini. Donc je me dis, ok, vas-y, je découpe la toiture, je fais une extension, j'abats les murs, on fait 70 mètres carrés, quoi. Voilà. Ça, c'est un peu des erreurs, tu vois.
c'est essai-erreur, mais c'est comme ça que je fonctionne, quoi. Autre erreur, par exemple, c'est quand Elliot me dit bah, qu'est-ce qui manque, nanana, faut faire la salle. Je dis bah, vas-y, go, on fait la salle. Tout ça, ça s'est passé en 2-3 semaines. Mais bon, on n'avait pas le permis de construire officiel, quoi. Pour poser le permis de construire, il faut 3 mois, quoi. Et donc, du coup, en fait, ben, on attend le stécal et tout ça, nanana. Nous, on part en Thaïlande en vacances. Et là, j'ai en fait le village, les élus et l'urbaniste qui m'appellent en disant bon, les élus, enfin, il y a quelqu'un qui dénonce la salle et qui veut faire détruire la salle, quoi. Et bon, là, je palpite, mais pas tant pour moi, plus pour Elliot. Parce que je me dis, putain, ça fait chier. Enfin, il a mis 200 000 euros là. Voilà, je lui avais dit c'est ok, je m'en occupe. Il me dit ouais, parce que lui, le seul truc qu'il m'a dit, âgé de ses 16 ans et demi, 17 ans, il me dit on peut faire, hein. Je dis ouais, t'inquiète, c'est bon, c'est cool, je m'en occupe. Il dit ok. Et bon, là, j'ai dit bah, Elliot, on va peut-être détruire la salle et tout. Ah ouais, ok. Voilà. Mais bon, elle est là, elle n'est pas détruite, maintenant elle est légale, donc tout va bien, quoi. Mais des erreurs comme ça, il y en a plein, tu vois. Mais bon. Bon, autre erreur, si tu veux. Mais c'est la dernière, c'est la plus récente, tu vois. C'est juste pour dire. Et après, j'arrête sur les erreurs. Là-bas, dans le bâtiment là-bas, bah, il y a quelques années, en fait, on s'était dit, ok, bah, mon ami qui m'aide à construire en ossature, il voulait, bah, qui est du coup que j'ai connu grâce à Goulven, qui est professeur dans son accompagnement, qui est professeur en ossature bois, est tombé amoureux du lieu d'ici et a voulu acheter un lot. Et il m'a dit, je vais faire une extension devant. J'ai dit, bah oui, pas de souci. Moi, je vais voir la directrice de l'urbanisme. On regarde les dernières lois qui sont sorties avec le stécal et tout ça. Elle me dit, c'est bon, c'est cool. Et moi, je dis à mon pote, bah vas-y, c'est bon, c'est cool, on y va. Donc, du coup, on commence tout. Il commence la charpente, nanana. Donc là, c'est là, hein, c'est il y a 2 mois. Et moi, j'ai été voir la directrice de l'urbanisme il y a quelques mois. Et je n'avais pas eu de retour. On m'avait dit, c'est bon, vas-y, Charlie, c'est cool. Et on fait les fondations, on fait le terrassement, etc. Et là, il y a une semaine, on a eu un refus du permis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on était tellement en train de regarder le stécal, enfin les lois et tout ça, ben en fait, on n'a pas vu qu'il y avait un chemin communal qui passait juste au pied de la bâtisse. Et ça, on peut vraiment pas. Enfin, on va pouvoir le déclasser, nanani, nanana, mais là, il y a la charpente qui arrive. Et je vais pas déclasser le chemin. Donc là, par exemple, c'est une erreur de. Voilà, c'est une petite erreur, quoi. Donc on a. Voilà, bah, autre question. Ouais. Ouais, bah moi je pense que sans l'IA, la home n'existerait pas. Parce que je pense que j'ai tout fait avec l'IA. Je vois, j'ai commencé, j'ai commencé ChatGPT quand c'est sorti. Et en fait, il a réparé. J'avais une voiture qui était tombée en panne. Et il m'a aidé à réparer le moteur de cette voiture. Enfin, à trouver la panne. Et je me suis dit, ça y est, ma vie va changer. Non, mais alors le chemin communal, pour le coup, en plus l'IA, elle a tout. Elle aurait pu me le dire. Je le connais, je savais qu'il y avait le chemin communal. Et la directrice de l'urbanisme savait ce chemin communal. C'était tellement gros qu'on n'avait pas regardé, quoi. Voilà. Ah bah oui, oui, non, 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 bien sûr. Non, mais l'IA, elle m'aide dans tout, hein. Enfin, elle a toute ma vie, toutes mes actions, tous mes documents. Enfin, de toute façon, on fait tous le bootcamp, donc on a à peu près tous le même système, quoi. Elle m'aide dans tout, quoi. Voilà. Comment? Et les briques? Bah, quand le projet de briques, ça n'existait pas encore là, les l'IA. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. D'autres questions? Ouais. Ouais. Et l'homme momentum, mais l'homme, l'élan, bah, c'est en gros, j'essaie de faire la part des choses justement. Quand j'ai fait ce pari là, de quitter le monde de l'entreprise et de prendre les décisions avec le mental, je me suis dit, il faut que je shift la place dans mon corps qui prend les décisions, en gros, qui te donne la direction pour avancer. Et du coup, je me dis, ok, je vais me connecter à quelque chose bah, qui est plus grand en fait, en fait, qui traverse ça. Donc ça, imaginons que c'est par exemple les pieds et ça, la tête, quoi. Bah, en gros, c'est de se dire, quand il n'y a pas les pensées, quand l'émotion
et calme, qu'on est dans la paix, qu'on est dans une forme de gratitude, que c'est le calme, quoi. Euh, voilà, que je me suis nettoyé de ma journée ou de ma semaine ou j'en sais rien quoi. J'essaie de méditer ou de visualiser un peu. Qu'est-ce qui me touche. J'essaie de faire monter ma sensibilité. Moi, mon indicateur, c'est les larmes aux yeux, un peu, tu sais, c'est l'émotion. Je sais que je suis au bon endroit, quoi, tu vois. J'essaie de me faire monter ça. Et quand j'ai fait émerger la vision, euh, il y a plusieurs choses qui sont arrivées. C'était genre, au début, c'était amour, 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 amour. Je suis ok, amour, mais qu'est-ce que je fais, moi, pour être dans l'amour? C'est trop vaste, tu vois. Après, c'était communauté, communauté, communauté. Puis après, c'était lieu, amour, communauté. Et après, j'ai commencé à avoir des images. Puis après, j'ai fait un mood board. Puis c'était l'élan, tu vois. Et je cherche cet élan, quoi. Mais l'élan, ça peut être. Là, c'était pour la vision, mais c'est ce que je ressens au fond de moi, l'élan, tu vois. Et pour faire émerger cet élan-là, je le fais pas émerger de la tête. Je le fais émerger d'un autre endroit. Je sais pas c'est quoi cet endroit. Il y en a qui peuvent l'appeler la source, la grande conscience, la plus grande version de nous-mêmes, peu importe. Je sais pas. Mais en tout cas, je sais que ça vient pas de ma tête. Et je me mets au service de cette vision. Voilà. Et après, le mental, il sert à exécuter. Le mental, il sert à dire, il sert à organiser, à systématiser, à prendre des décisions dans un cadre de réflexion, à faire des tableaux Excel, à faire un budget planning. Je le fais tout ça. Mais après, j'ai mon élan, je l'écoute pas le planning, je regarde pas les chemins communaux et je me trompe des fois. Donc il y a un équilibre à faire entre les élans et le mental, quoi. Le mental, il sert à faire moins d'erreurs, je pense, et à affiner son intuition. Et l'élan, c'est vraiment le truc brut un peu. Et je pense que c'est un chemin de faire la distinction entre l'ego et la réelle sensation d'élan, quoi. Mais du coup, mon message, c'est il n'y a que dans le maximum d'actions à faire qu'on aura en fait ces informations-là. De savoir si c'était de l'ego ou si c'était ego, pas dans le sens négatif, hein, mais si c'était un bon endroit. Est-ce que notre talisman il va être rouge ou est-ce qu'il va être vert? Est-ce que ça va nous donner de la dopamine ou pas? Est-ce que ça va nous permettre de nous faire évoluer ou c'est pas le bon chemin? Et là aussi, c'est compliqué de savoir si c'est quelque chose qu'on veut pas ou c'est quelque chose qu'on doit passer. Tu vois? Ça, c'est le chemin, quoi. Mais il faut faire, il faut essayer, il faut aller au bout, quoi. Ouais. Ouais. J'ai envie de dire que je fais pas de choix trop plus. Je fais plus. Mon algorithme de prise de décision, c'est de dire est-ce que si je prends cette opportunité qui s'offre à moi, est-ce que en fait il y a un risque, un danger? C'est quoi le danger, tu vois? J'évalue les dangers plutôt. C'est de dire est-ce que ça met ma famille en danger? Est-ce que je vais perdre beaucoup d'argent? Est-ce que je peux m'en sortir? Est-ce qu'il y a un plan B, un plan C, un plan D? En cas d'échec successif de tout ça, quelle est ma porte de sortie? C'est plutôt voilà, une opportunité de la vie s'offre à moi. Moi, à la base, le projet, c'était pas tant un truc collectif, c'était de créer avec ma femme un lieu de stage, d'autonomie, etc. L'univers m'a envoyé plus d'associés que prévu, un truc plus grand, avec des gens que je connaissais pas. Et donc, la décision, c'était de dire, est-ce qu'il y a un danger là-dedans? C'était de faire un pour un compte. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de danger. Là, sur le papier, il y a plutôt d'avoir que des bénéfices même, tu vois. Donc c'était de dire, ok, j'y vais parce que ça n'a pas l'air si risqué que ça, quoi. Voilà. J'ai une gestion des risques plus que des choix, quoi. Voilà. Comment? Ouais. Mm, ce risque-là, il est subjectif. Tu vois, par exemple, dans la tête de. On prend toutes nos têtes là. Peut-être qu'il y en a, c'est très risqué de faire ce grand bâtiment. Pour moi, c'était pas très risqué de faire ce bâtiment-là. C'est subjectif, quoi. Non constructible, en paille porteuse, quand même. Ouais. Ouais, ça y est, le grand bâtiment est complètement figé. À l'étage, il y a 4 lots
privés, 3 lots à l'année, un lot en résidence secondaire. En bas à l'étage, en bas au rez-de-chaussée, à l'est du bâtiment, on a un appartement de David Lynn qui est ici. En haut, on a l'appartement de Claire et Baptiste. Et après, les autres, vous ne les connaissez pas. Au milieu, on a le foyer commun. Entre le foyer commun et l'appartement de David Lynn, on a un studio de poterie. À l'arrière du studio de poterie, on a un mini spa, sauna, etc. Et à droite, tout le reste, c'est 7 chambres de co-living. C'est des petites chambres d'hôtel, 14 mètres carrés avec toilette, salle de bain privatif. Voilà. Là, maintenant, c'est pas réfléchi, tu vois, c'est sur 2-3 ans, c'est toutes les personnes qui sont venues sur le lieu, parce que là, le bâtiment, si vous allez un peu là-bas, vous verrez derrière, là, dans le bâtiment, il y a tout l'arrière du bâtiment, toutes les fenêtres, on a refait des trous. Une fois que le bâtiment était fini, on a retrouvé le bâtiment. Tu vois, alors si on avait eu les plans, tout aurait été bien fait tout de suite, mais là, on a retrouvé le bâtiment en paille porteuse. Alors franchement, au début, je m'étais dit comment on ouvre un bâtiment paille porteuse, parce que t'as pas de référence sur internet. Un bâtiment paille porteuse, t'en as déjà pas. Ouvrir un bâtiment en paille porteuse, t'en as moins. Ouvrir un bâtiment en paille porteuse avec un étage, t'en as pas d'informations. Et donc tu sais pas comment t'ouvres un bâtiment en paille porteuse. Mais voilà, après une fois que tu le fais une fois, on l'a fait plein de fois, quoi. Ouais. Ouais, bah oui. Je sais pas si la deuxième chose est vraie, mais la première chose pour moi c'est vrai. C'est absolument vrai. Je pense que plus on tombe, plus vite on apprend à faire du vélo. Et moi, ma manière d'apprendre les choses, j'apprends les choses vraiment très très vite sur beaucoup de domaines. Genre le ski, j'ai fait piste noire, hors piste, troisième jour. Euh, Tu vois, genre boxe, j'ai été vice-champion de France en 1 an et demi. Donc tu vois, et c'est quoi ma méthode? C'est l'intensité maximum, extrême maximum, prendre les meilleurs, tomber, c'est faire un round de boxe avec le champion de France en Sanda Sanchou. Et en fait, je vous donne un exemple. Je me prépare un combat et vraiment, donc je m'entraîne vraiment avec le champion du monde. Le champion du monde se met en face de moi et il me dit Charlie, mets-toi en garde. Je me mets en garde. Et là, il me dit, je vais te donner un coup de pied circulaire le plus puissant. Prépare-toi. Je dis OK. Et là, il me shoot et je tombe dans les pommes et j'ai plus de respiration et je suis cloué au sol. Et il me relève et il me dit, tu t'en souviendras toute ta vie. Ton corps s'en souviendra parce qu'en fait, mon coude est rentré à l'intérieur de ma côte. Il m'a coupé la respiration. Parce qu'en fait, tu vois, à la boxe, il faut que tu sois solide, quoi. Si tu as des gants là, tu vas te le prendre dans les yeux, tu auras ta transposition dans les yeux, tu vas piquer des yeux. Voilà, faut pas avoir une garde flottante, faut avoir une garde compacte, quoi. Et donc il m'avait enregistré un truc dans mon corps pour que en fait ça se fasse automatiquement, tu vois. Et c'est nos traumas à tous, tu vois, qui nous font réagir, quoi. Mais le plus vite, en fait, tu fais face à ta peur, donc le ski, piste noire. T'es en haut, t'as peur, tu sais pas comment faire, vas-y, go, tu vas tomber, et voilà, ça s'applique à moi. Je pense que allez voir tous Philippe Houssin qui est dans l'audience, qui vous parlera d'MBTI, qui vous parlera de l'intelligence du corps et qui vous parlera des spécificités de chacun. Je pense que chacun a son modèle d'apprentissage. Le mien, c'est un maximum d'essais-erreurs le plus rapidement possible. Et je dis que je pense que tout le monde pourrait essayer d'aller le plus vite possible pour avoir un maximum d'erreurs. Voilà. Dernière question. Ouais. Ok. Merci pour cette question, c'est cool. Donc, il me posait la question de quoi vous avez besoin et c'est quoi la vision de la home? C'est ça? La vision future, ouais. Ouais, ouais. Alors, on a besoin de vous tous, c'est-à-dire on a besoin d'avoir des gens qui viennent sur le lieu. On a besoin d'avoir des gens avec une belle lumière qui viennent sur le lieu. On a besoin de créer un écosystème. Je pense que c'est ça le plus gros enjeu de la home, c'est de créer un écosystème parce qu'on a envie de venir dans un lieu pour rencontrer des gens qui sont
inspirants et qui vont qui nous faire rencontrer les bonnes personnes. Donc je pense que c'est des personnes avant tout qu'il faut faire venir sur le lieu. La vision de la Home, bah, c'est de devenir une référence nationale d'écolieux et de co-living qui fonctionne, qui est sain, avec un collectif qui est sain, qui fonctionne bien, qui inspire. Et je veux vraiment être une référence dans la fractale du beau. Dans, en gros, tout ce qu'on fait est beau à toutes les échelles. On mange des légumes du jardin, on vit dans des bâtiments éco-construits, on a des personnes qu'on inspire, ces personnes-là vont inspirer, on a un impact positif dans la vallée et dans ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est vraiment la grande vision. Voilà. Donc on a besoin de gens, d'événements et de fonds. On en a toujours besoin. Mais ça vient naturellement, les fonds. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Bah, dernière question, après on arrête. Bah, c'est ce que je m'entraîne à essayer d'explorer en ce moment, avec une petite promo du coup que j'accompagne en ce moment sur des porteurs de projets, d'écolieux, parce que du coup j'essaie de voir si le fait d'avoir une entreprise économique à but de profit au sein d'un collectif, enfin voilà, l'équation la home plus écolieux, etc. est viable, mais ça seul le futur le dira. J'ai la sensation que oui, que ça va être un modèle qui peut permettre, en tout cas à des collectifs, de pouvoir de désengorger la responsabilité des communs et d'avoir des infrastructures complexes à faire porter par un collectif, et plutôt de faire porter ça par un collectif, de faire porter ça par un ou des porteurs de projets, en fait, au sein du collectif, et d'avoir de la rentabilité pour payer de l'emploi sur un écolieu, qui fait que du coup, en fait, on enlève un gros poids sur le collectif, qui fait que du coup, en fait, on reconnecte le collectif à leur propre élan et à l'envie, plutôt que de se mettre en fait une entreprise, une gouvernance, un mode de vie sur les épaules, qui fait que du coup après c'est super compliqué à devenir agile. Et en fait c'est très simple, j'en connais pas vraiment des collectifs sains aujourd'hui qui fonctionnent même dans les plus connus quoi. Amen.